Aujourd'hui, la pop culture est omniprésente. Que cela soit au cinéma, dans les séries, à la télévision, le terme pop culture est employé pour tout. Les comics, les jouets, les jeux vidéo, les mangas, tous les univers fantastiques semblent désormais avoir acquis une place dominante au sein de notre culture du divertissement. Et si tout le monde est devenu geek parce qu'il joue sur son téléphone et que tout est pop culture, arrêtons-nous un instant pour définir ces mots que l'on emploie tous les jours, souvent à tort. Here we have a Darth Vader designed to look exactly like the old 12-inch. Of course, we've decorated him for Christmas, added a hat, but he's $2,500. How would I define pop culture? It's art that's for the people. It's stories that excite us. It's amazing new worlds and creatures. It's bravery. It's tragedy sometimes. It's things that inspire us and give us hope. Pop culture is so many things. You don't have to go to school to learn to like it. You can just see it and right away you know that this is something that you're going to love for the rest of your life. Absolutely Steven Spielberg's pop culture. And he's so damn good, he's a little better than just pop culture. I wanna talk a little bit about what's going on in this room, because I think there are some fascinating ramifications here for the future. In my heart, what pop culture always meant was rock and roll music, popular movies, and, you know, television, and even bad television. Television again. An invention for fools. You know, popular culture, but also pop in the way of like drinking a soda pop. You know, it was lighter and easier and contemporary. So when you talk about pop culture, it is really popular music, popular films, popular television. I'm willing and I'm able, so you better come and go with me. He likes this music. Yes, it's his favorite. Sauf qu'il y a un truc qui est marrant en ce moment quand même. Là aujourd'hui on est nostalgique de décennies d'il y a 30 ans. On n'est pas nostalgique des années 2000. On n'est pas spécialement nostalgique des années 90. Il y a quelque chose d'autre. Les années 80, c'est peut-être dans l'esprit de certaines personnes, de manière larvée et de manière pas consciente, la dernière décennie de l'ancien monde. Et si cette pop culture et ses multitudes de références étaient devenues un exutoire à la création? Une nostalgie quasi palpable à laquelle tout se réfère et à laquelle on se raccroche comme le ferait un enfant à son doudou. La culture doudou, c'est un terme qui a été créé par un site qui s'appelle Louvreuse, qui est un site critique, mais pas seulement sur le film, qui est aussi critique sur la façon avec laquelle on appréhende les films. Et je trouve qu'effectivement, il est extrêmement parlant, parce que le doudou, c'est un objet traditionnel au départ. C'est quelque chose dont on a besoin quand on est gamin, mais qui nous sert à nous détacher de cet objet, en fait. Le doudou sert à grandir. Mais une fois que t'es grand, c'est le moment où tu lui dis au revoir, tu le poses, tu seras toujours content de le retrouver sur l'étagère, mais il fait plus partie de ta vie. Ce qu'on appelle la culture doudou, c'est d'utiliser toute cette imagerie des années 80 comme un truc extrêmement régressif. Là, on te fait un film qui va ressembler à ceux que t'as aimés quand t'étais môme, alors viens, donne-nous ton pognon et on te garantit que tu vas retomber en enfance. Car cette enfance que l'on veut nous vendre, et la majorité des références que l'on nous resserre de film en film, sont liées à la pop culture qui est née dans les années 80. Cette décennie est devenue le Graal, une époque à laquelle tout doit désormais se référencer pour être accepté comme étant cool et pop, bien sûr. Terminator, another great one. This is Blade Runner, Planet of the Apes, Star Wars, Transformers. Ghostbusters is still incredibly popular. This is the Firehouse playset, very hard to find. This one here with the Ghost logo. That on eBay can sell for $40, $50 just for that. Cette imagerie cinématographique des 80s doit énormément à Steven Spielberg. Lorsqu'il adapte Ready Player One dans un déluge de références visuelles magiques, alors qu'il avait délaissé cette pop culture au milieu des années 90 pour se concentrer sur un cinéma différent, il faut se demander pourquoi le maître absolu d'Amblin revient en plein cœur du maelstrom pop et ce qu'il veut nous en dire. Mais pour comprendre notre engouement pour cette culture, il va nous falloir d'abord retourner vers le futur des 80s afin d'en comprendre les origines. Accrochez vos ceintures.
right around that point of 1977, 78 that there was a change. There had been a change, I'd say, in the middle 1960s. And then suddenly the independent filmmakers came in the middle 60s and started making really adventurous films that were totally different from the Doris Day, Rock Hudson kind of comedies that were very common. Steven Spielberg arrive dans le cinéma pas seulement américain mais hollywoodien au début des années 70. Il y a d'emblée quelque chose qui le distingue un peu, c'est la véritable révérence ou déférence qu'il a pour le cinéma hollywoodien classique, qui est beaucoup plus marqué que chez les autres. On dit souvent de Jaws que c'est le premier blockbuster, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Le premier, c'est Le Parrain. Jaws est en réalité le deuxième. Sauf que les scores absolument, totalement stupéfiants du film, qui dépassent de très loin ceux du Parrain, font qu'aujourd'hui, on retient plus Jaws comme étant l'an zéro d'une certaine façon de distribuer les films à Hollywood. Spielberg remet au goût du jour tout un cinéma d'aventure qui avait complètement disparu. Et donc il y a tout un public qui avait déserté les salles à la fin des années 60, début des années 70, qui tout d'un coup se remanifeste. Et ça va donner ces scores absolument délirants à travers le monde. Jaws and Star Wars, I think, opened everybody's eyes. You know, it was like, oh my goodness, you know, there's a whole new world. What those two movies did, and then the 80s were the beneficiaries of it, those two movies really took delight in the fantastic. You know, to me, it was the delight. Il fait partie donc de cette génération qui a grandi en regardant des films et qui est spontanément dirigée vers le langage cinématographique, c'est-à-dire que les effets de montage, en gros toute la stylistique du cinéma fait vraiment partie de son vocabulaire. C'est quelqu'un qui parle avec ses points de montage et qui parle avec ses images. Il y a un rapport cérébral au cinéma que partagent Friedkin, Scorsese, Coppola et d'autres, qui chez Spielberg semble beaucoup plus spontané. When we got Jaws and when we got Star Wars, suddenly everything changed again. Now the small movies, the independent kind of movies, were being pushed aside because you could suddenly make a lot of money, which Jaws proved, which Star Wars proved. And everybody started to gravitate, how can we make, you know, more pictures like that? I'm probably the only person who will say this, but when Star Wars came out in 1977, I was so upset. I said, this is the end of cinema. This is it. It's finished. This is a disaster that this movie would come out and be as popular as it was, because it undercut everything that had been building in American cinema in the 10 years previous to that. They were great films. I had no problem with the movies. They're fantastic. They're extremely well made, but they helped funnel the material all in that direction. And it became increasingly difficult to make movies that were not like that. On ne peut pas détacher Spielberg de Lucas à cette époque-là. Un film comme Star Wars est manifestement inspiré des serials des années 30, mais aussi des BD Flash Gordon, mais aussi de la culture pulp. Et Indiana Jones vient aussi là, clairement et directement, de façon encore plus appuyée, de cette culture pulp des années 30. And I've always been a fan of science fiction over fantasy. I've been a fan of science fiction. Le pulp, pour résumer, pulp, ça veut dire papier de mauvaise qualité. La culture pulp, ce sont des revues fabriquées dans les années 20 et 30 et qui vont voir émerger en fait une littérature populaire américaine, essentiellement faite par des migrants qui sont payés au lance-pierre et qui vont donc déverser tout leur savoir folklorique pour le moderniser pour le public américain. Ça va donner les débuts de la science-fiction, par exemple, d'un côté, au niveau des écrits, mais ça va aussi donner dans le comic book l'émergence des super-héros, comme Superman, qui est typiquement une création pulp, ainsi que Batman. Et ça va très très vite contaminer la radio naissante. On a les premiers feuilletons radiophoniques, comme The Shadow, etc. Et les serials. On aura des serials Batman dans les années 40, etc. La culture pulp, c'est ça. Et donc, c'est une culture essentiellement tournée vers le fantaisiste, l'imaginaire, l'aventure, tout ce qui est excitant et qui s'adresse à un grand public. Mais elle va créer un terreau d'imaginaire qui va énormément nourrir les enfants d'après-guerre, en fait. Look at it, it's a Fratelli's. That's the guy from upstairs. The guy who tried to sing. See, you guys, you never listened to me. I said that there was going to be trouble, but you didn't listen to me. Ils ont apporté une rupture
déjà par rapport à tout un pan du cinéma des années 70. Ils ont ramené du merveilleux, ils ont ramené du sériel. Et c'est des choses avec lesquelles ces cinéastes ont grandi, et le retour à l'enfance, qui a été critiqué sous diverses formes maintes fois, on peut le prendre bêtement comme ça, genre retour à l'enfance, donc c'est con, comme on peut le prendre comme quelque chose d'absolument essentiel, qui était en tout cas essentiel à l'époque, de revenir à ce qui nous définissait intérieurement comme être humain, parce que l'enfance c'est l'être humain, c'est nous débarrasser de ce que le monde nous impose. Mais c'est quelque chose qui semble évident quand on le regarde a posteriori. I was very influenced by the 50s, but Spielberg and Lucas were influenced by the 50s in that during that period they saw movies from the 30s. You know, the movies that inspired Indiana Jones and Star Wars are 1930s serials that they saw on TV when they were kids in the 50s. I was, of course, watching anything that was on TV, and luckily, everything was on TV when you were a kid because they had time to fill. Usually at night, some of them didn't even go off; they just played old movies all night. So you could see all sorts of old movies, and there was a culture. Kids in school, high schoolers knew the names of all the actors from movies from the 40s and 30s because they'd been seeing them on television. When I was young, I looked at movies from the 40s and the 50s and the 30s, and I thought they were great, you know, because they were authentic somehow. They represented something that had some lasting cultural value. So I do think now when people look back to pop culture for the 80s that has survived, if it has survived, then it has lasting cultural value. So there's nostalgia for what things were before you were even alive. E.T. c'est une anomalie, comme souvent. Ce qui crée un bouleversement culturel, ce sont toujours des films qui ne devraient pas exister d'une certaine façon. C'est un film qui est fait de façon entre guillemets intimiste, parce que Spielberg a le désir de s'éloigner de tous ces films à gros budget qu'il a fait à la fin des années 70, parce qu'il y a eu Rencontre du troisième type qui était un énorme budget, mais il y a eu aussi l'échec de 1941 qui l'a pas mal calmé sur la question du pognon. Et E.T. il est vraiment fait dans l'idée, bon, maintenant je vais faire un petit film pour moi pour me faire plaisir. Et ce petit film pour moi pour me faire plaisir va être le plus grand succès de tous les temps. I mean, E.T. of course was the ultimate, you know, lovable, you know, what was a monster to every other movie was this lovable creature that you cared for, and you had a sense that it cared for Elliot too. C'est un film qui se passe dans une petite banlieue, le truc le moins fascinant du monde, quoi. Le fait d'avoir réussi à injecter autant de puissance fantasmatique dans ce cadre-là, c'est un vrai bouleversement. Il s'agit plus maintenant d'avoir des héros bigger than life à la Indiana Jones. Tout d'un coup, on peut faire venir ces trucs monstrueux dans notre petit cocon, notre petite intimité. Ça va résonner très fort. Steven Spielberg et son ami George Lucas ont donc donné le ton de ce qu'allaient être les 80s au cinéma, et en même temps amené toute leur pop culture geek sur le devant de la scène. Après les succès phénoménaux de Jaws, Star Wars et E.T., Spielberg va désormais mettre en avant de jeunes réalisateurs, en leur offrant une structure au sein de laquelle ils vont pouvoir s'épanouir et laisser libre cours à cette vague créatrice s'inspirant d'un cinéma et d'une culture venus de leur enfance. Amblin allait naître et imposer sa marque fantastique et merveilleuse sur le monde pour toujours. I had made two pictures that Steven Spielberg apparently had seen. One was Piranha, which was, of course, a Jaws ripoff, which was embarrassing, but nonetheless. And then I did The Howling, which was a werewolf picture that happened to star Dee Wallace, who he recruited for the lead in E.T. And so, unbeknownst to me, he had been watching my stuff. I didn't know anybody at all was watching these things. And one day, in to my crummy little office on El Centro Avenue, I received a script for Gremlins. I thought it had come to the wrong address because it was from Steven Spielberg. And it turned out that this was a spec script that Chris Columbus had written to show people what he could do, and Spielberg had come upon it and decided that he
It was a perfect way for him to start his new company, Amblin, which was going to, at that time, make low-budget films. And I was a low-budget specialist, so I guess he sent it to me. You're kidding. Steven was very involved in the casting and the scripting and all that, and so we had to get him to sign off on designs. And the Gremlin designs were pretty much there for the beginning because Chris Columbus had drawn some pictures in the script of what the Gremlins looked like, and that was our template. But for Gizmo, the little fuzzy Mogwai character, we had a lot of different designs, and Steven kept not approving them. And we were getting closer and closer to the crunch time where we really needed to be able to manufacture these things. And we got this idea that if we colored Gizmo the same color as Steven's Cocker Spaniel, that he would be more receptive to the idea. And he did approve, luckily, the design. The problem was that once he saw the puppet and saw it in action, he decided he loved it so much that he wanted to change the story so that instead of Gizmo turning into Stripe, the bad gremlin, after about 25 minutes, he wanted Gizmo to be the hero's pal and go on through the entire movie. Gizmo? Now, this one decision, which was nightmarish for us because we had to work like crazy to try to get this little bucket of bolts puppet that was only going to be good for a couple of reels. It had to be good enough now to have a character and to be able to be a character in the movie and to, you know, to carry the picture, basically. But we managed to do it, and I am of a firm belief that that one decision is one of the reasons why that picture is still beloved today. Universal lui laisse basiquement un chèque en blanc avec Amblin. Et à l'époque, en tout cas, ce que Spielberg dit d'Amblin, c'est que ça va lui servir à produire les films que lui veut voir, mais qu'il n'a pas le courage ou l'envie de les faire. Gremlins, au départ, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur dans lequel des créatures viennent bouffer les gens d'une ville qui sont en train de fêter Noël. On ne touche pas à Noël non plus dans le cinéma familial. Il fallait oser le faire. Roger Rabbit, à l'époque où le film se monte, il est tiré d'un bouquin qui est considéré comme un livre underground. A priori, rien à voir avec du public familial. Sauf que dans la patte Spielberg, il réussit à rendre ça accessible à tous, en fait, et en faire des objets qui ne sont pas des objets offensants. Oh my God! What? That's my mom's most favorite piece! What? Oh my God! Well, I think that part of the Amblin formula was disruptions in normal families, and anything that comes into the purview of this idealized American dream family and causes trouble is usually something that's from out there. It's either an alien or it's a monster or it's, you know, it's something supernatural comes and causes a lot of havoc, and that's where the conflict comes in. I mean, you could do movies about these same families without the added monster intrusion, and it would be, you know, the first episode of a sitcom, and that's about it. You know, meeting Steven was actually amazing because he was idol sounds like like the wrong word, but he was an inspiration. You know, he was a kid who loved movies, who made 8mm movies, and really pushed, you know, to become a filmmaker. I had heard Steven on camera talking about Amazing Stories, and he said that what they wanted to do was they wanted to use established directors, new directors. They wanted to bring a complete kind of montage of directors and writers into Amazing Stories to see what they could do. And so I thought, okay, this means when they give you a script, you get to customize it. You get to make it your script. It was called Mummy Dearest at the time, and I didn't know why they called it Mummy Dearest because of the Joan Crawford movie. And anyway, I added the second mummy to the script. And I went in and I made my presentation
to Steven. So the first time I got to meet Steven Spielberg, I'm sitting in his office in the conference room at Amblin, and he comes in, he sits at the head of the table, and I tell him, and he had written the original story for the script, and I told him my story, and I told him about the second mummy and adding the second mummy, and we know how it all ends up and everything, and the second mummy at the end is getting unwrapped, you know, with a big cigar in his mouth. And Steven said, he looked and he said, well, I didn't like the second mummy. My heart just, I could hear it hit the floor. He said, until the end. And he said, so when do we shoot? And then I think we were 2 months away from shooting, and it was like 2 months, it'll never happen. It's just too good to be true. It'll never happen. But it did happen, you know, and I had a great time, and Spielberg and Amblin, they afforded you all this opportunity to be creative, to be inventive, you know, really to make the kind of movie you wanted to make. And it was very clever, and the set for his episode was this swamp kind of thing. We took over a whole soundstage. The great thing about Amazing Stories, and the thing that killed it, was that it was so overproduced. Every single episode looked like a feature film. I mean, Roger Corman would have gone in and made 3 more movies on those sets. And they just took them down. We could make room for more sets. In the middle of the run, NBC said to Spielberg, please, the ratings are really not very good. Can you please let us out of our contract and don't do the second season? And Spielberg insisted on the second season, because one of the reasons that he wanted to do the show was because he was going to give opportunities to directors that he knew, and young people and people in different crafts, to be able to get a chance to do a network television show. Join your friends, you wiggles. Chuck! How'd he get out? Save him! Steven Spielberg was a great mentor in the Amblin days when we were all there, you know, just cutting our teeth on Amazing Stories and our first movies and stuff, because he would offer suggestions, and they were good suggestions. He would offer ways to do it that maybe you didn't think of, you know, or he'd say to you, you know, this scene that you love so much, it's probably going to end up on the cutting room floor. And you had to wrestle with yourself, because you, in your heart of hearts, you knew, oh, it was such an important scene to me, it's got to be in there. Yet Steven Spielberg is saying, I don't think that scene's going to make it, you know. So, you know, there's a little push and pull going on, and that was good. That was always good for creativity when there is that push and pull, especially when all the players involved, you know, have so much creativity to offer. And someone like Steven, so much creativity to share, you know, and to encourage with. So it's outright bribery. Okay, I'll take him back. But you know, it might not be so easy. I think he likes it here. What do you mean? And one night I'm in the editing room with my Amazing Story, and Steven comes in. And then he said, you have anything else you want to do? I said, well, I'm about 5 days from finishing a screenplay called Harry and the Hendersons. And I said, if you want, I would, you know, when I get it done, I'll come in and tell you about it. And he looked at me and he said, tell me about it right now. And when Steven Spielberg says, tell me about it right now, I blah, 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 blah. And within 2 days, he put it together and we had a deal for Harry. So Amazing Stories gave me the opportunity to direct my first studio picture. You're right, George. We will always remember this as our first camping trip when Ernie killed something and you didn't. I got it! He saw that the core of the story was in a way like what he had asked for in Amazing Stories. He wanted stories that amazed and delighted and you know, that were ironic and took on a new twist. And to me, Harry was this ultimate way to have an almost human in your house, you know, like an untrainable dog, you know. I mean, we spent a lot of time designing the creature. But one of the things I really, really emphasized that I wanted to do, because his head was so big, so they were naturally thinking, no, the eyeballs would be sitting up here, and they'd be mechanical. I said, no, we have to design the makeup, the costume, so that I could use the actor's eyes.
put contacts in, but I wanted real eyes. And Kevin Peter Hall, who played Harry, he was 7'2" to begin with. So once we put him in the costume, I mean, it was amazing. But the fact that the costume came in here and we could use Kevin's real eyes, that's what, to me, that made Harry come to life. You know, the fact that you could look into his soul, if you want to say it that way. You take care of yourself now, okay? Okay. Les succès estampillés Amblin vont s'enchaîner durant toutes les 80s et continuer d'émerveiller les spectateurs dans les années 90. Dans le sillage de la firme, c'est tout un pan du cinéma qui va s'ouvrir au merveilleux et ancrer des références magiques dans l'inconscient collectif de plusieurs générations. The attack of the octopus people. That's tonight's movie. And boy, is it scary. Amblin va contribuer à déculpabiliser tout un aspect geek et nerd qui était jusque-là, qui restait un peu sous la surface, en dilettante, et à le rendre beaucoup plus manifeste. À l'époque, geek, nerd, ça ne veut rien dire du tout. Aux États-Unis, un tout petit peu. En France, on ne sait même pas que ces termes existent. Amblin va manifestement véhiculer une certaine façon d'appréhender la pop culture. Très différente, au fond, si on réfléchit un peu, de ce qu'un film comme Superman, le Warner, avait pu amener en son temps. Superman, on est dans la vision pulp, justement, du magnifique, merveilleux, tout ce qui est au-dessus de nous, etc. Avec Amblin, on sera plus dans les Superman, on sera plus dans les personnages bigger than life, on sera vraiment... lorsqu'on verra le logo Amblin, on aura plus ou moins la promesse qu'on va suivre le destin de quelqu'un d'assez quelconque et qui nous ressemble, amené à rencontrer quelque chose qui le dépasse complètement. C'est le merveilleux pour moi. Amblin, c'est le merveilleux. C'est l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est exactement ce qu'a fait Spielberg avec E.T., ce qu'il a essayé de continuer à faire derrière avec des réalisateurs qui étaient dans cette mouvance-là. Ye intruders beware, crushing death and grief, soaked with blood of the trespassing thief. Quand on pense à Explorers, à Gremlins, quand on pense aux Goonies, quand on pense à tous ces films-là, bah c'est à chaque fois un petit peu le même principe. Et c'est réinjecter du mythe dans une société qui avait peut-être perdu ce qui l'a fédéré d'une certaine manière. Mais ça, c'est probablement inconscient. Mais il y avait sans doute un besoin de retrouver quelque chose de fédérateur à travers la culture. L'ordinaire dans lequel le fantastique et le mythe vient s'injecter. What is that? Mogwai. Spielberg, à travers ses films, mais aussi surtout à travers les productions Amblin, a donc façonné l'imagerie des 80s et changé la pop culture à jamais. Oui, il est évident que Amblin joue le rôle d'une île centrale autour de laquelle plein de petits tuyaux vont sortir. Et on peut tirer cette culture effectivement jusqu'à son dernier avatar manifeste qui sera Jurassic Park. Encore une fois un succès absolument délirant et extrêmement fédérateur. Spielberg movies seem to take a change from the 80s fantasy movies to the more serious, you know, Farrah, Schindler's List, of course, leading that pack. And it was just that I think Steven realized he could do anything he wanted, and he's a very smart person. I think he wanted to do something more profound. Once he realized that the whole film world was his oyster, then he could attack more serious subjects, you know? Spielberg lui-même, dans sa carrière, il avait déjà fait un pas de côté dans les années 80 avec Empire du Soleil, La couleur pourpre, etc. Jurassic Park, c'est sa carte de sortie, je donne un bon coup une dernière fois et après vous me laissez tranquille. Donc il savait qu'il y avait une page qui allait se tourner en faisant la liste de Schindler. A place called the Oasis.
Alors qu'aujourd'hui ce culte des années 80 semble omniprésent, Spielberg revient avec Ready Player One. Mais derrière ce spectacle formidable et ce torrent de références pop, Spielberg cherche-t-il à nous dire quelque chose sur notre façon actuelle de consommer cette culture ? Lorsque Ernest Cline écrit un bouquin comme Ready Player One, il n'est pas dans la nostalgie. Le caractère compilatoire de son livre, c'est que c'est quelqu'un qui est conscient que sa propre identité, elle s'est construite sur toute cette culture pop. Donc, d'une certaine façon, dans le bouquin, il l'a déconstruit. C'est presque une forme de thérapie, je dirais, pour lui. I think that Ernest Cline's book is absolutely a love letter to the 80s and the things that he personally grew up with and loved as he was growing up. As a big fan of the book for Ready Player One, as we got closer to the movie coming out, and I got to thinking about how Spielberg makes his movies, I started to recognize that he has never closely followed a book. If you read Jaws and saw the movie, they're nothing alike. Jurassic Park, very different from the book. So I expected when I went to see Ready Player One that it wouldn't be very much like the book. And he kept the really good stuff, but he took a whole different take on how it would look and the things that he chose to include in it. Le fait que ça arrive entre les mains de Spielberg et qu'il décide de le faire, bon alors déjà l'auteur du bouquin a failli faire un AVC, hein, c'était absolument inconcevable que ce qui est pour lui le créateur des 80s adapte son livre qui est une déconstruction des 80s. Mais c'est une rencontre intéressante parce que Spielberg n'est pas dupe, il sait quel rôle particulier il joue dans la constitution de cet imaginaire collectif-là. Et dans la déconstruction à laquelle invite le bouquin, moi je pense que Spielberg s'en sert pour nous questionner, nous, par rapport au rapport qu'on a à la culture pop. Pas seulement celle des années 80, mais la culture pop dans son ensemble. I think it's interesting that he purposely kept out a lot of the things that he himself did. I guess he was trying not to brag or something, I don't know, but so much of what he did was so important to us in the 80s, but it just really speaks to how much there was, because even though he left out all of his stuff, there's no E.T. in Ready Player One, but it's not like there's nothing going on. The thing is just packed with wonderful, wonderful things from the 80s. I enjoyed listening to the book, and I was very flattered by hearing how much war games came up in there, and it wasn't very much in the movie. When you take a 300-page book and you make it into a 2-hour movie, a lot of stuff has to be thrown away. The real story is about, us being sucked into this whole cyber world, and where we can't tell the difference between, one world and the other. And in fact, we escape from the real world by burying ourselves in this cyber world, which suddenly becomes more real than the world we're trying to get out of. One of the wonderful things that's in Ready Player One is not just American pop culture, but Steven Spielberg also references some of the wonderful things that have come out of Japan, some of the animation and some of those stories, Akira, Godzilla, also used very well, both in the book and the movie. Mechagodzilla! L'inclusion de King Kong, elle est obligatoire pour quelqu'un comme Spielberg qui a justement grandi avec cette culture des années 30. Le fait de nous balancer à la gueule que personne ne passe au-dessus de King Kong, c'est une façon de rappeler à tout le monde, ça c'est la base, c'est l'origine, on vient tous de là. Toute cette culture pop, geek, nerd, tu lui donnes les noms que tu veux, elle vient de la figure de King Kong. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le film nous invite à prendre du recul, littéralement. Le personnage, quand même, réussit à passer au-delà de King Kong en faisant marche arrière. Ready Player One, il est limpide, le discours. Oui, il est limpide. T'es dans un
magma de ref. Et puis on te dit, non mais la solution, tu sais, c'est pas d'aller tout droit, c'est de reculer. Bah voilà, c'est lacanien. Hein. Lui, il fait partie d'une génération qui s'est servi de toute la culture qu'il a fait grandir pour affirmer une nouvelle identité. Les films qu'ils ont fait dans les années 70 et surtout dans les années 80, ils étaient encore une fois complètement générés par la culture pulp, par les années 50, par à la fois le cinéma classique et le cinéma de drive-in, mais personne n'avait regroupé toutes ces choses-là pour en donner une identité spécifique. Et c'est ce qu'ils ont fait dans les années 80. Chaque génération s'inscrit dans les pas de la génération précédente, mais chaque génération est censée trouver sa propre voie et sa propre identité. Et je pense que, d'une certaine façon, la question qui est au centre de Ready Player One, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Hello, Way. Hello, Mr. Gilmore. Il y a ce personnage qui n'est pas dans le bouquin, à ma connaissance, qui est celui de cette dame qui fait pousser des fleurs et qui est la seule personne qui n'est pas à fond dans son monde virtuel. C'est pas une condamnation du virtuel, c'est que le plan d'ouverture nous fait comprendre que tous les gens se réfugient dans ce monde virtuel parce que le monde réel dans lequel ils vivent est pourri. Ces espèces de containers les uns sur les autres, etc., c'est un véritable enfer. Mais le fait d'avoir cette nana qui fait pousser des fleurs, il y a aussi la question de... Mais si tous, ils se mettaient à faire pousser des fleurs en même temps, l'environnement serait complètement différent. Ils vivraient plus dans ce cauchemar. Tall, beautiful, scary, a different sex, a different species, live action, cartoon. It's all your call. Yeah, that's me. Well, that's my avatar. In Ready Player One, what I thought was nice is that by Steven bringing in those characters from the 80s films and 90s films, Iron Giant, things like that, it was a nice homage to that time, you know, because the movie itself was very high-tech, and the core of the movie had that high-tech brought a coldness to the core, and I thought when you put it in such a strange, semi-apocalyptic world that Ready Player One is, you kind of lose that delight, and you look at the movie more seriously. I don't think you look at Ready Player One the way you looked at an Amblin movies in the 80s. You know, you don't look at that the way you look at Goonies or Harry or Gremlins. Has to be doubt. Halliday still holds the world record on the 2600 Maybe we just need to beat his high score. One of the only 2600 games that still Pitfall 2 hasn't ended. and 100 all of those Star Master games. Yeah, the Sword Quest games, they were created. Le fait qu'il nous présente deux groupes de nerds dans le film n'est pas du tout hasardeux. Il y a celui des héros bien sûr, mais il y a aussi ceux qui bossent pour la corporation et qui sont dans du nerdisme absolu, c'est-à-dire qu'ils connaissent absolument toutes les références à la seconde près, mais encore une fois, ça leur sert à que dalle, quoi. Ça leur sert juste à servir les intérêts d'une multinationale. Pour qui tout ça c'est du produit, tout ça c'est de la marchandise, quoi. Là où les rebelles entre guillemets du film veulent se réapproprier, ça leur appartient en fait. Notre imaginaire nous appartient. Ils nous invitent juste à nous reconnecter à la source en fait, à essayer de comprendre d'où ça vient. Et cette source, peu de gens sont, je pense, en mesure de l'accepter aujourd'hui. Elle est pas forcément confortable, elle est pas forcément joyeuse. Il y a aussi quelque chose une image absolument essentielle au film, qui est celle de cet enfant triste et seul devant ses jeux vidéo. Cet enfant triste et seul, Spielberg, il le connaît bien. C'est lui. Et le personnage, d'ailleurs, du créateur nous fait comprendre que basiquement c'est Spielberg, quoi. Il nous le dit, j'aime bien l'avoir à côté de moi, en fait. Il aime bien avoir toujours à côté de lui l'idée de qui il a été. Il a été cet enfant seul et triste, mais c'est cette enfance isolée et triste qui lui a permis de créer des chefs-d'œuvre comme E.T. Le film n'est pas une condamnation des mondes imaginaires, etc., comme certains ont pu le prendre. Il est au contraire l'idée de qu'est-ce qu'on fait de notre imaginaire pour reconstruire le monde dans lequel on vit au quotidien, en fait. Si cette culture ne nous nourrit pas, nous, dans notre réalité, à quoi elle sert? Il rappelle aux gens que tout ça, c'est très bien, c'est super cool, mais concrètement, c'est quoi? Ça te sert à quoi? Ça te renvoie à quoi? Let him go. Cette réflexion que Spielberg pose sur l'héritage que sa filmographie et celle d'Amblin font peser sur notre pop culture actuelle semble nous demander de nous réapproprier cette culture désormais aux mains des studios afin de sortir de ce culte de la nostalgie pour enfin retrouver de la créativité à l'heure des reboots, des remakes et du règne de la franchise au cinéma.
as we are more consumed by our media, there's a desire to give meaning to that media. And so by referencing it, by doing something like Ready Player One that sort of catalogs all these pop references and then reformatting them in a story, we're trying to give our lives meaning because our lives have become predominantly media. It's kind of an interesting thing because it's a little bit like a dog chasing its tail. We're doing media about media about media, all in the hopes that it, we can look at it and say, yes, it adds up and it means something. Il y a une véritable richesse, un vrai trésor culturel, mais ce trésor culturel, s'il ne nous sert pas à nous en tant qu'humains au quotidien, il ne sert à rien. Gloppy little monsters who run amok and attack innocent people. Our moviegoers so desperate for entertainment that this kind of trash and cast for fun. Whoa, wait a minute! This is kidding! Ow! A 10! It's a 10! Media has become so dominant in our lives that we're sifting through it in hopes of finding meaning in it. If we go through the last 25 years of our cultural life, if we sift through it and it runs through our hands and we say, oh, well, there's really no gold here, I guess I just spent 20 years watching media and it really didn't amount to all that much. That's one end result. And if the other result is that we sift through it and we find some meaning, a couple of gold nuggets, and say, well, this really did make my life that much better. I'm really glad the Beatles did exist. Okay. So, I think it's a quest for meaning. In Ready Player One, wanting to basically own all the media, all the intellectual property of those that he could own. That's very reminiscent of the way the corporations are now that run the studios, Le problème, c'est qu'elle est entre les mains des corporations. Donc le big méchant de Ready Player One, tout le monde le connaît, hein, c'est Disney. C'est eux la machine à laver la culture pop de ces 10 dernières années. Au fond, Ready Player One, c'est un film qui nous invite à créer, oui, bien sûr. Ça me semble évident. Enfin, j'arrive même pas à comprendre comment on a pu passer au-delà de ce message qui pour moi était vraiment pas du tout une condamnation de quoi que ce soit, mais plus un encouragement. Alors si Spielberg lui-même semble nous dire que nous devons aller de l'avant, pourquoi nous rattachons-nous toujours autant à nos modèles des années 80 ? La pop culture actuelle, un de ses moteurs les plus puissants n'est pas le cinéma. Je pense que c'est même pas le jeu vidéo, c'est vraiment Internet. Or, la culture Internet, elle s'est créée à la fin des années 90, justement par un public qui a été abreuvé de ce cinéma des années 80. Donc tous ces trucs, toutes ces références des 80s, elles font partie aujourd'hui de l'ADN du net. People are embracing that with nostalgia because people who were children in the 80s have now grown up and they're making the films and they're reflecting on what they liked when they were younger. But in retrospect, when you look back on it now, you say that was a world before cell phones. That was a world before streaming video. It was a world before streaming music. It was when if you wanted to hear the latest band, you had to buy a record. You had to buy vinyl, or you had to go see them in concert. And if you wanted to see the latest movie, you had to go to the theater to see it. There was no other way to do it. On a vécu moult révolutions dans l'histoire de l'humanité. Les réseaux sociaux et Internet en est une gigantesque. Gigantesque parce qu'elle n'est pas qu'une invention technologique. Elle est quelque chose qui est en train de totalement refaçonner les rapports sociaux, la façon de penser l'idéologie, la façon de penser l'histoire, la façon de penser la vérité, la façon de tout penser. Si aujourd'hui Ferris Bueller est identifié comme un symbole des 80s, c'est parce qu'il fait partie de la culture internaute à mort. C'est la culture internaute qui fait de Buckaroo Banzai un film qui existe aujourd'hui. Sinon, il aurait disparu. Buckaroo Banzai? Yeah. Really? You're gonna wear the outfit from your favorite movie? Don't be that guy. I am that guy. Internet va vraiment entretenir ce mythe des années 80. Et évidemment,
les majors, comprenant que dorénavant, il va falloir qu'elles soient extrêmement attentives à ce qui se passe sur le net, elles vont absorber tout ça. Tout ce délire 80s, elles vont l'absorber et se demander qu'est-ce qu'elles peuvent en faire concrètement. L'exemple emblématique, c'est évidemment la série Stranger Things, qui est une série qui a été marketée comme une compilation des années 80. En réalité, Stranger Things est une compilation de ce que l'Internet contemporain considère qu'ont été les années 80. Pop culture changed, of course, because of the advent of home video, but pop culture was always there. And now the 80s has become the new 50s, and the people who are making pictures today, like and TV series like Stranger Things, are going back to the era of the 80s, where these pictures were very popular with kids, not particularly popular with adults, and not particularly well reviewed or well thought of. But they, over the years, have gained quite a following, and so now there is a feeling that you want to repeat that. Shows like Stranger Things, to me, evokes a pure image of the 80s. And I know it's the kids on bikes and that indelible image of E.T., and Elliot riding him on his bike. It's funny, when I first saw the promos for Stranger Things, I thought, wow, someone from the Spielberg camp couldn't really do this, because we would be kind of saying, well, you're just kind of ripping off the old days. We know we've run out of imagination. We're just trying to copy and refresh old ideas. It's always more attractive to a studio to make something that people already know of. Well, there's not much creativity in the studios anymore. I mean, there may be good, spectacular films being made with amazing special effects and with very familiar characters, when they make more Star Wars movies and that sort of thing. C'est le blockbuster, c'est un truc. C'est le truc de la franchise, c'est le truc de masse. C'est une question d'appartenance, c'est une question d'existence. C'est ce qui me définit dans ce monde où je n'ai plus de repères pour me définir. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, me distingue de 12 milliards de personnes qui foutent leur gueule sur Internet et qui ont tous quelque chose à dire de très intéressant? I know what you think. You think I'm a corporate asshole, that I don't appreciate pop culture, but... Et la pop culture, c'est du marketing aujourd'hui, c'est tout. Et tu pourras toujours me citer un petit exemple par-ci par-là, une petite marginalité par-ci par-là. On est dans l'ère du marketing mix, ça. Les bidons de lessive ont gagné. Le marché a gagné. Le cinéma, comme toutes les autres formes d'art, a toujours été à la fois une industrie, à la fois un art, un équilibre entre les deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Aujourd'hui, l'art, il existe toujours, encore heureux. Il est dans les marges. Today is the natural evolution of the 80s because the movies that Hollywood makes now are sort of the triumph of that kind of filmmaking. That's true. That, and it's going back to what I said when I said Star Wars was the end of cinema. Well, Jaws, too. Jaws was really fun. It was a great movie, but Jaws laid the groundwork for all of the other Spielberg successes that followed. Those movies didn't challenge people so much as they entertained people. I mixed up all this fake puke at home, and then I went to this movie theater, hid the puke in my jacket, climbed up to the balcony, and then I made a noise like this. And it seems like that kind of filmmaking has triumphed now, because the studios, they just want to make more money. And the way to make more money is to sell bigger products to people, sell products that more people like, that a wider range of people like. And so to some degree, it's like, who doesn't like Jaws? And who doesn't like Star Wars? Everybody likes that stuff. Les marveleries de Disney et leur Star Wars à répétition, à un moment donné, ils vont être tellement décalés par rapport à la population que ça collera plus non plus, donc ça va créer une énorme crise, espérons-le, parce que c'est des crises que peuvent surgir la nouveauté. Filmmaking today is a strange thing, and now with streaming and the way the movie theater is, I'm sad. I grew up in a movie theater, so it's sad for me to see movie theaters sort of dying. Some of the bigger movies now that support the movie theaters are like if you were in a ride at Universal and you were in a cart that was bouncing around and they had a 360 screen of this fantastic environment you were flying through. That's what some of those movies are. Pourtant, si la pop culture a bel et bien été récupérée,
une autre voie est toujours possible. Une voie qui passera forcément par de nouvelles formes de créativité. On a parlé de Netflix, qui est déjà une nouveauté par rapport à ce qu'on a connu dans les années précédentes. Et le net n'a certainement pas fini de nous proposer 10 milliards de voies possibles. Mais je pense qu'il faut quand même une bonne crise. Et elle n'a pas encore eu lieu. C'est d'une effervescence hallucinante. Et ça va prendre des formes qu'on ne soupçonne pas encore. Ce qu'on appelle la VR aujourd'hui, on sait que ça va... Là-dessus, je suis extrêmement positif. Il y aura d'autres formes de créativité. La créativité, elle est partout. Then what are you? Goodbye, Parzival. Thanks. Thanks for playing my game. Spielberg, c'est le cinéma. C'est le cinéma. Des mecs comme ça, dans l'histoire du cinéma, qui est courte, jeune, il n'y en a pas eu beaucoup, hein. Ils se comptent sur les doigts d'une main. Et peut-être même que c'est le premier. Il est né pour ça. Enfin, c'est une machine. C'est hallucinant. Personne qui lui arrive à la cheville. Personne qui lui arrive à la cheville. Et comme l'homme a besoin d'histoire, bah, c'est le meilleur raconteur d'histoire qu'on ait encore aujourd'hui, quoi.